sont à double détente. La première chose, ils ont des valeurs à transmettre. Dans les écoles d'art, on apprend que quand on commence une toile, on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat d'avance, mais en revanche, on sait qu'on a débouché sur quelque chose. Un ingénieur, vous avez parlé tout à l'heure, lui, il a son plan, et il aboutit à son plan, et c'est bon, il est arrivé à ce qu'il voulait, et il le savait d'avance. Bon. L'artiste, par cet exemple que je donne, il cultive une valeur qui est très particulière, c'est la confiance en soi, c'est de savoir qu'en soi-même, on a la ressource pour déboucher sur quelque chose dont peut-être on ne sait pas à quoi ça va aboutir, mais en tout cas, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe, il y a de l'énergie et ça débouche. Et ça, je peux vous dire que les enfants, ils ne se font pas prier quand on leur donne 2 pois pains sous un regard, je dirais, avisé. Alors donc, il y a cette créativité qui est très très importante, dont on parle beaucoup. Je voudrais juste donner un exemple. Une jeune fille qui avait 12 ans quand elle a fait les ateliers de rue, 6 ans après, on lui demande qu'est-ce qu'elle en garde comme trace. Elle dit, un jour à l'école, c'était au lycée, le prof a dit, vous allez faire quelque chose comme vous l'entendez. Eh bien, j'ai été la seule à le faire, parce que tous les autres, ils avaient l'habitude de faire comme le prof. Alors ça c'est sur le versant des valeurs. Je voulais dire une autre chose très importante, c'est qu'un artiste n'est pas un Spider-Man de l'action sociale. C'est-à-dire qu'en lui-même, il ne se suffit pas lui-même. La qualité de l'artiste, de même qu'il est capable de réveiller des énergies créatrices chez les enfants, il est capable de réveiller des énergies créatrices chez les professionnels. On travaille, nous, avec des centres sociaux qui font équipe avec les artistes librement, et le fait de faire équipe avec des artistes change leur pratique professionnelle. Donc c'est une piste qu'on explore suffisamment sérieusement pour que je vous en parle avec véhémence, et pour vous dire que cette piste elle est très très peu explorée, et qu'elle ferait bien de l'être davantage. Merci beaucoup, le message est passé. Oui. Par ici, puis après au fond. Excusez-moi, alors je ne voudrais pas vexer monsieur. Excusez-moi monsieur, art et développement, je viens des Beaux-Arts d'Orléans, j'ai 57 ans maintenant, je fais partie de la génération Jacques Lang. J'ai vu ce qui a été peut-être intéressant et les dégâts. J'ai bien entendu le mot enfant. Pour l'enfance, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très révolté vis-à-vis des adolescents que je rencontre. Il y a eu trop de choses bidons dans les régions. Bidons, c'est-à-dire, c'est pas en faisant des fresques sur des murs, c'est pas en, en développant l'ego de certains jeunes artistes qu'on améliore l'adolescence dans les cités. J'ai vécu dans 2 cités, entre autres à Orléans-la-Source et à Hérouville-Saint-Clair. J'ai vécu auprès de jeunes et je balade depuis 36 ans des petits carnets avec moi et je considère qu'on donne à un adolescent un petit carnet où il peut griffonner des conneries, c'est plus salvateur que de faire des fracs, des cacs où on dépense un argent fou. Et là, je suis très en colère parce que je deviens un artiste de plus en plus chrétien. Je viens de la génération de François Mitterrand. J'ai 57 ans et je suis très en colère avec toute cette culture qui n'a plus du tout de racines. Alors, voilà, on monsieur. va donner la parole peut-être au Père Petitfer pour réagir. Là aussi, il y a de la faute. Merci. Non, je dirais juste, je crois que dans l'éducation, donc l'accompagnement des jeunes, il faut toujours conjuguer, enfin, moi je trouve que la plus belle parabole d'éducation, c'est la parabole de la graine, prendre racine pour devenir un arbre. Il y a la transmission d'un héritage et il y a l'accompagnement de l'éclosion de la nouveauté. Et donc, je crois, voilà, il s'agit toujours, important de rappeler au niveau de nos enfants, des adolescents, en particulier cités, qu'il faut toujours les deux pieds de la transmission, l'héritage. Effectivement, là, je partage un peu, je trouve que certains propos de s'extasier devant un graphe en disant mais ça c'est leur culture, et puis sinon il y a la Joconde, c'est absolument irrespectueux. Je dis carrément, irrespectueux. C'est vrai. Mais de l'autre côté, tout ce qui peut permettre de
favoriser la créativité de l'enfant en lui aidant confiance, c'est aussi important. Enfin, donc moi je dirais, c'est le fondateur, Don Bosco, on le représente toujours comme un funambule sur un fil. Alors, ça évoque une page de son histoire, un enfant, adolescent, il faisait le mariole pour attirer les jeunes, mais la dimension symbolique est importante. C'est que l'art de l'éducateur, c'est toujours l'art de l'équilibriste. C'est toujours de tenir ensemble des choses qui pourraient paraître contradictoires, et toujours essayer de tenir ensemble la transmission de l'héritage et puis l'éclosion de la nouveauté. Je crois que c'est ainsi qu'il faut marcher. Moi, ce qui m'a plu dans ce que vous avez dit, c'est que je pense que la jeunesse a besoin d'idéal. Et j'ai beaucoup aimé le scoutisme, personnellement, quand j'étais jeune, parce que le scoutisme était exigeant, il ne promettait pas des petites choses, il me promettait un idéal. Et effectivement, je pense que ce soit en sport ou dans l'art, il faut qu'on puisse aussi prendre les jeunes au sérieux et pas leur dire qu'ils sont extraordinaires s'ils ont fait quelque chose de, voilà, sans effort, vous voyez. Et je me souviens comme ça du premier camp qu'on a fait avec les jeunes. On les a emmenés faire le Marais et Monti en Corse, vous voyez. Et ils n'étaient jamais sortis de leur cité, ils n'avaient jamais marché. Pour eux, c'était extra. Et au Rocher, comme ça, on a eu des grands projets artistiques où les jeunes ont été pris au sérieux avec des véritables professeurs. Ils ont fini par faire des pièces de théâtre, de l'opéra, vous voyez, jouer en mairie, etc. Et effectivement, ils étaient fiers parce qu'ils avaient fait de l'art. Question au fond, et pendant ce temps-là, Michel Bourret, si vous voulez dire un mot sur le sport, parce que je sais que ça vous tient vraiment très à cœur. Je voudrais aussi qu'on donne la parole à... Moi, j'ai... Voilà. Michel Bourguet, un mot, puis après... Juste, voilà, très rapidement, comme ça je vous laisse poser des questions, c'est plus intéressant. Moi, j'ai travaillé, on va dire, la transmission des valeurs par le sport. Et il se trouve que je suis un spécialiste depuis fort longtemps des sports de combat. J'ai été moniteur de savate, de boxe française, de boxe américaine. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus grand-chose. Je suis beaucoup plus... je ne serais peut-être pas capable de battre contre mon petit-fils. Qu'est-ce qu'on transmet? Vous savez, je me rappelle de jeunes gitans qui arrivaient, ils venaient, alors ils choisissaient le plus petit, puis ils essayaient de lui casser la figure. Et nous, on disait, non, tu viens là, tu vas te mettre contre lui. Alors on lui mettait un champion de France ou quelque chose. Ça mettait. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait un sport de combat, c'est le même poids, la même taille, le même niveau, il y a un arbitre. C'est fantastique pour un jeune, parce qu'en 3 minutes, il comprend ce que c'est qu'une règle de vivre ensemble, dans le partage d'un effort, ou après quand il a gagné, ou même quand il a perdu. Vous remarquerez d'ailleurs une chose qui est fantastique, les boxeurs, avant un combat, se regardent avec les yeux très méchants, à la fin du combat, ils se font la bise. Presque tous, regardez bien. Alors, allez-y. Oui, bonsoir, je m'appelle Christelle Edmond. Ma question est, voilà, je voulais savoir comment vous, en tant que bénévole, prêtre, personne voulant aider, comment vous êtes accueillis dans les cités, dans les quartiers nord, puisque je vais probablement y travailler, et je voudrais savoir si on est bien accueillis, surtout à ce qui m'inquiète, c'est plutôt le côté intégriste. Vous avez parlé de chrétiens qui sont justement vus comme des personnes croyantes, donc on peut respecter. C'est pas toujours le cas. Alors, je pense qu'une chance que tu peux avoir pour être bien accueilli, c'est de t'appuyer sur des personnes relais qui sont déjà dans ce quartier, par exemple comme des associations. Oui, bah, c'est un peu le cas. D'accord. Donc je pense que si tu t'appuies sur une association, tu seras aidé et après tu prendras ta place. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne vont pas te tester, vont pas, voilà. Mais je dirais c'est un peu partout pareil, il faut se faire un peu sa place. Mais il ne faut pas se vexer, il ne faut pas se braquer, se laisser surprendre aussi par les choses positives. Hein. Et je pense que vraiment tu seras très heureuse si tu travailles là-bas. Et je t'invite à aller voir l'équipe du Rocher, puisque Emmerich s'est permis de recruter. Comme vous disiez, il y a quand même une économie parallèle qu'on vient déranger, j'imagine. Non, Notamment dans vos actions, puisque quelque part, par vos actions, vous parlez d'ouverture, votre action mène quand même à casser les ghettos, ce qui peut déranger justement ce genre d'économie. Alors le trafic, en fait, on ne le gêne pas beaucoup, hélas peut-être, parce que finalement, le trafic, il est gêné par la police, quoi.
nous, effectivement, on n'est pas policiers, on ne va pas arrêter le trafic. Mais c'est une minorité qui vit ce trafic, vraiment une minorité. Alors attention, c'est une minorité qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut arrêter. Il faudra une véritable politique. Concernant le cannabis, c'est encore autre chose, une véritable politique générale et nationale, puisque c'est ça qui fait énormément d'argent, mais c'est un vaste sujet dans lequel il n'y a pas de volonté politique pour l'instant réelle, il faut bien dire les choses. Mais l'essentiel des personnes que tu vas rencontrer dans ces quartiers, si tu viens travailler une association ou si tu y vis, c'est pas les trafiquants, sauf si tu es une consommatrice. Et ils vont t'ignorer, à partir du moment où ils vont voir, bon bah t'es pas une consommatrice, et bon, tu passes par là. Ils ont du boulot. N'hésitez pas à venir discuter après, si vous souhaitez en savoir plus. Allez-y au fond. Oui, bonsoir, je voudrais vous donner simplement un petit témoignage. Je suis prêtre à Marseille. Il me semble que le problème, si on veut parler de problème, parce que ça ne fait pas forcément certains des banlieues, n'est pas un problème universel. C'est un problème qu'on trouve en France, peut-être pas dans d'autres pays d'Europe. Et on doit se poser la question pourquoi. Alors peut-être parce qu'en France, il y a eu plus d'immigration, certainement. Et moi qui connais un peu l'Italie, je peux vous dire que justement, il n'y a pas eu ces problèmes d'explosion de banlieue en Italie, ou encore dans d'autres pays d'Europe. Mais peut-être aussi parce qu'en France, on a construit des cités, ou plutôt les grandes villes se sont étendues avec la construction de cités qui étaient une nouvelle forme d'urbanisme, alors qu'en Italie, par exemple, les grandes villes se sont étendues avec des rues et des immeubles relativement bas en taille, avec des commerces le long des trottoirs, bref, avec un système qui ressemblait au système ancien, et aussi parce qu'en Italie, on a étendu les villes en construisant au milieu des quartiers des églises. Donc ça rejoint ce que vous disiez, M. Cambella, c'est-à-dire qu'on a voulu, peut-être qu'il y a une volonté quelque part en France d'avoir construit un univers sans Dieu, et on a construit des cités où le sang c'était un supermarché. On a fait des cités sans Dieu, volontairement. Il y a bien quelqu'un qui a décidé ça. Il y a bien quelqu'un qui a dit on va faire cette cité, mais surtout pas d'église. Alors que dans d'autres pays, on s'est dit on va construire une église au milieu des banlieues. Et est-ce que là, est-ce qu'on ne paye pas la conséquence d'une certaine conception de laïcité dont vous parliez tout à l'heure? Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, puisque j'aime bien aller en Italie. Effectivement, il y a des villes où, même quand c'est assez pauvre, ça s'est étalé, on va dire, à l'horizontale au lieu de s'étaler à la verticale. Je pense qu'en 62, lorsque nous avons eu le retour des pieds noirs, ou certaines crises qui sont de logement, le gigantisme s'est instauré parce que les municipalités, qui à l'époque avaient de l'argent d'ailleurs, pouvaient investir là-dedans. C'était une manière de faire des logements très rapidement. Je crois qu'on en est tous revenus. Moi, je me rappelle quand j'ai toujours été étonné d'apprendre que les Rosiers à Marseille est un monument historique. C'est-à-dire que, bon, on a presque trouvé que c'était magnifique. Et quand j'étais jeune médecin, c'était ma hantise d'aller le soir au Rosier, parce que pour trouver le patient, il y avait des escaliers très compliqués, il fallait remonter, descendre un demi-étage, repartir dans un ascenseur. Enfin, c'était une horreur. Et je pense que cette création d'urbanisme a été déjà une erreur. Deuxième erreur, c'est que ce gigantisme urbanistique, effectivement, enlève les fameux facteurs extrapénaux du contrôle social, que sont les religions, entre autres, c'est-à-dire on n'a pas construit d'église, on n'a pas construit de patronage, on a des fois oublié de construire aussi les équipements sociaux, ce qui est le grand débat de tous les maires de secteur. Bon, donc moi personnellement, une des raisons pour laquelle on a construit, on a cette société qui est déshumanisée, c'est parce que on a fait du gigantisme déshumanisé et on a oublié les facteurs extrapénaux du contrôle social, c'est-à-dire ceux qui transmettent les valeurs. Alors, la religion est bien évidemment très très importante. Alors en Italie c'était chouette parce que c'est un pays pas laïque, effectivement. Mais là je crois aussi qu'il y a un progrès à faire au niveau de mettons-nous d'accord sur une histoire. Et que là, sans quand même, je suis assez étonné de ce sentiment que j'entends au moment de toutes ces émeutes, que je n'entends pas effectivement dans d'autres pays voisins, où il y a ces problèmes d'interculturalité, où il y a ces problèmes de différence, mais où il n'y a pas ce problème de vengeance. Et que ce problème de vengeance, là, il faut, parce que je ne donne pas raison, faut dire, mais c'est des choses qu'on entend. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi que les politiques s'y penchent sérieusement.
je confirme vraiment ce que dit Jean-Marie sur effectivement ce souci de l'histoire et ce qui est, enfin, moi, ça me fait toujours du mal quoi, de voir effectivement des jeunes qui n'aiment pas le pays que j'aime et pourtant qui y sont nés et qui y vivent. Alors pas tous bien entendu. Et je pense qu'en plus une des solutions serait en plus à de régler effectivement ces questions d'histoire. Il me semble c'est la question des modèles et la question de la place qu'ils peuvent avoir aussi par exemple dans la police, chez les pompiers, vous voyez, chez tout ce qui fait aussi rêver les garçons, parce qu'il y a quand même un problème très masculin aussi dans ces cités. Quel garçon s'est pas dit, moi un jour je serai policier, vous voyez? Et quand on regarde, alors je ne suis pas pro-américain, mais il y a des beaux modèles, vous voyez, aux États-Unis, où effectivement dans la police, eh bien, on retrouve toutes les ethnies, toutes les origines, et on entend les gens dire, ouais, je suis américain, vous voyez, d'où qu'ils viennent. Et je pense que c'est possible pour nous aussi. Il faut des volontés politiques, certes, mais il faut aussi que nous, à travers notre regard, à travers notre dialogue, quand on rencontre ces jeunes, eh bien, ils sentent qu'on leur dit que c'est possible, que nous aussi on leur dit que c'est possible. Vous voyez. On a aussi une responsabilité. Il y a une réalité qui n'a pas été tellement évoquée, c'est celle de la famille, qui est quand même un lieu majeur d'éducation, de transmission de valeurs, de solidarité, mais qui peut être aussi un lieu de souffrance. Et on sait que se concentre dans les cités quand même beaucoup de ces souffrances, et particulièrement un nombre maintenant énorme de familles monoparentales. Donc cette déstructuration de la famille, elle a aussi fait son œuvre, son chemin. En même temps, il y a, je crois, des actions, des pistes pour aussi travailler au niveau de la famille, à revaloriser les parents notamment. Moi j'ai la chance, je dirais, de suivre une expérience dans un centre social Bord de Bouc, de groupe de parole de père depuis 2-3 ans, qui est passionnante, qui restaure peu à peu, pour une vingtaine de pères, cette confiance en leur autorité parentale, en leur valeur de père, et qui osent, grâce à ce travail collectif, à cette ouverture qui a été faite pour eux, reprendre leur place de père, non seulement par rapport à leurs propres enfants, leurs jeunes touchés par la délinquance, mais par rapport aux jeunes de la cité, en osant interpeller. Voilà. Donc, quelle piste à ce niveau-là aussi mettre en œuvre, soutenir, pour aider à restaurer la valeur des parents et leur rôle au sein de ces cités. Oui, moi je partage complètement votre avis. Et au niveau du Val-de-Caux, on a des actions d'animation de rue, des actions d'accompagnement scolaire et toutes ces actions dans le registre du soutien à la parentalité. Et si on prend les événements de 2005, la sortie de crise, je me souviens d'une réunion à Matignon, au plus fort de la crise, où le constat a été fait que la police était dans l'incapacité de pouvoir faire face à l'ampleur de ces émeutes au niveau de notre pays. Et il est vrai que la préfecture peut faire, on avait vu en 90, était capable de faire face à 3 cités qui brûlent en même temps dans le département, pas à plus. Au plus fort de la crise, en 2005, il n'y avait que 5 minibus de CRS à Argenteuil. Pour quadriller la cité d'Argenteuil, il faut 10 cars. Mais c'était les seuls moyens qu'il y avait, puisque tout explosait, car je les connais, tout ça. Et quand à un moment, une réunion de crise, je sentais certains politiques commencer à dire si la police ne peut plus faire face, faut-il faire appel à l'armée. Ça a été pour moi la catastrophe. C'est pas le rôle de l'armée, et l'armée est l'institution qui garde une bonne image dans les quartiers. Je dis, ce sera terrible que notre pays s'aborde l'image de son armée, que jusqu'à présent, je trouve que l'armée, dans les quartiers, garde une bonne image. Et tout le discours que j'ai tenu avec force était de dire pas l'armée, mais les parents. Il faut faire descendre les parents. Et l'inversion s'est faite. Lorsque les parents ont commencé à descendre, à dormir dans les bibliothèques, les médiathèques, les gymnases, et ce sont les parents qui ont permis le retour au calme, alors qu'à un moment on était quand même bien mal parti. Donc, et combien, je trouve regrettable, les politiques n'est même pas reconnu. Ouais, parce que je ne vais pas parader en disant on va faire l'état d'urgence, mais c'était déjà gagné. Ils ne l'auraient pas fait au moment de
c'était déjà taillé, mes parents étaient déjà. Après, à part, et ce rôle, quand je vois dans tous les conseils que j'ai pu donner au niveau de certains politiques, j'ai quand même beaucoup travaillé la question de ces émeutes urbaines, hein, de se dire que les premiers maires qui ont réussi à rétablir le calme étaient des maires qui avaient suffisamment de réseau pour que les parents descendent et que les gamins soient plus maîtres de l'espace public toute la nuit. Mais c'est cette descente des parents qui a permis de sauver la situation. Et combien c'est important de le dire. C'est pas la police qui a permis le retour au calme en 2005. C'est les parents. Les parents qui au départ étaient un peu complices. C'est vrai qu'il y a eu tellement, hein, quand le ministère de l'Intérieur avait traité de racailles leurs enfants, bon, ils étaient là, ils étaient pas. Mais à un moment, quand ça allait trop loin, sans dire. Donc voilà, tout ce qui peut être mobilisation des parents, et puis je partage aussi avec vous, enfin moi je vois dans le centre Val de Caux, on gère un foyer d'adolescents en grande difficulté, habilité par le ministère de la Justice, qui est une alternative aux enfermés. La caractéristique commune de tous ces ados que j'accueille dans mon foyer, qui sont hyper violents, c'est l'absence de père. L'absence de père. Et là, je dirais, je rencontre des adolescents élevés par des mères seules, qui vont au collège, avec une majorité d'enseignantes, la figure d'autorité, et madame le principal, qui commettent un délit, ils passent devant madame le juge pour enfants, qui confie une mesure d'éducation surveillée à madame l'éducatrice spécialisée. Les seuls hommes qui rencontrent, ce sont les CRS. Alors ils en ont besoin. Ils allument des petits feux, et là, ils arrivent, et on se castagne. Je faisais une intervention à l'école de police à Wassel, en disant, n'allez pas tout de suite prendre le vocabulaire de l'émeute. Et combien les politiques nous bassinent avec la parité dans le monde politique, et ça me paraît important, mais la parité dans le monde éducatif devient une urgence dans notre pays. La parité du monde éducatif. Parce qu'il me semble que si l'adolescent était élevé dans une famille monoparentale, s'il y avait une compensation par des figures paternelles dans son environnement, on n'en serait pas là. Le problème pour ces adolescents élevés par des mères seules, c'est qu'il n'y a pas de compensation d'image paternelle. J'ai un tout petit exemple. Lorsque j'ai démarré le travail à Chanteloup-les-Vignes, je travaillais avec le tribunal pour enfants de Versailles, il y avait une femme juge et 4 hommes juges. Je travaille aujourd'hui auprès du tribunal pour enfants de Lyon, il y a un homme juge et 11 femmes juges. Et combien je trouve que notre pays ne prend pas suffisamment en compte cette nécessité de rétablir une parité dans le monde éducatif pour compenser la fragilité de ces familles. Je pense que nos cités actuellement, nos quartiers populaires actuellement, sont parmi les premières victimes de la destruction de la famille aussi, des politiques qui mènent à cette destruction actuellement, parce que peut-être aussi ils sont les plus fragiles. Et je confirme ce nombre impressionnant de mamans seules qui élèvent leurs enfants. Et à nouveau, ce que j'ai envie de proposer, c'est, à notre petite échelle, c'est une politique d'exemple, vous voyez. C'est à travers les associations, à travers votre combat, de montrer à ces jeunes que c'est possible d'aimer une femme, que c'est possible d'avoir une famille, d'élever ses enfants, c'est possible. Et je voyais comme ça, vous savez, les jeunes sont vachement sur Facebook. Alors nous, éducateurs, il faut qu'on y soit aussi, vous voyez, parce que sinon, ils se perdent, il n'y a pas de parole, justement, de repères. Et je voyais comme ça un jeune que j'ai connu il y a bien longtemps, il avait 13 ans, maintenant il en a 23 ans. Et il posait une question, évidemment c'était une question qui avait profonde en lui, est-ce que c'est possible d'être aimé par une seule femme? Et alors, les réponses des copines, des filles, c'était la catastrophe. Et c'était vraiment, enfin, elle disait pas du tout, enfin bon, c'était aussi de la provocation de grands ados, 23 ans, on est bien sorti d'adolescence. Mais, vous voyez, à nouveau, dans ce lieu que fréquentent les jeunes, et beaucoup les jeunes des cités, nous n'y sommes pas. Et alors, évidemment, moi j'y étais, je saisis ça, et j'ai pu lui répondre en message privé, et lui témoigner que c'était possible, et que c'était merveilleux. Et il m'a remercié. Et simplement pour vous dire, voilà, nous, comment on peut mettre des repères et des exemples pour montrer que c'est possible d'élever ses enfants, d'aimer sa femme. Merci. Une dernière question, parce qu'il faut avoir le courage aussi de conclure la soirée. Une dernière question, et puis on passe la parole à chacun des invités pour conclure. Guillaume, je suis un simple auditeur, je ne fais partie d'aucune association, je viens en spectateur de quartier. Je vous remercie pour votre
interventions, c'était très très instructif. J'ai malgré tout une question. Vous parlez d'événements qui ont 20 ans, 10 ans, de politiques qui ont été menées par les précédents gouvernements, encore celui-ci. Et malheureusement, on n'a pas l'impression de saisir ou de voir l'étincelle qui va permettre de faire exploser ce mur invisible autour de nos ghettos. On parle d'associations très louables, dont on devrait d'ailleurs encenser les actions dans les médias, hein, plutôt que de montrer la délinquance qui sévit dans nos cités. Mais même si ce travail est louable, même si celui de Val-de-Caux, de la maison Bernadette est louable, on n'a pas l'impression, enfin, l'inertie. Le rocher. L'inertie de toutes ces associations. On a l'impression que tout ça va prendre 20 ans si on ne travaille que sur ces associations. On s'aperçoit que les politiques, avec tout l'argent qu'ils ont pu mettre dans différentes missions, différentes solutions, qui ont plus ou moins échoué, plus d'ailleurs, n'a pas non plus abouti. Donc, est-ce qu'on attend que les associations aient fait leur travail, et on en reparle dans 50 ans, ou est-ce qu'on trouve une autre solution, un vrai déclic, mais sérieux, peut-être en partenariat d'ailleurs, qui nous permettra, d'ici 5 ans, de dire bah, ça y est, on a peut-être trouvé la bonne solution. Merci pour votre question. C'est peut-être le sentiment ou la réflexion qui vous anime aussi. Du coup, je vais demander à chacun de nos invités de répondre tour à tour, peut-être en commençant par vous, Michel Bourga. Et ça sera peut-être aussi voilà, la conclusion de cette soirée. Au fond, dans une situation très complexe, très compliquée, qui concerne beaucoup de personnes, on a évoqué différentes pistes d'action, mais qu'est-ce qu'il faut peut-être garder en tête, à la fois en termes de politique globale, mais aussi en termes d'action personnelle, individuelle? Il y a une chose qui, pour moi, est manifeste, c'est que notre société est devenue matérialiste, individualiste, mais on va dire égocentrique plutôt qu'individualiste, parce que et tout à l'heure on parlait de l'image du père. Moi, en tant que médecin, je ne suis pas spécialement un fanatique de la psychanalyse, mais Dieu le Père, l'esprit, c'est l'homme, c'est le Père, c'est pas l'homme, c'est le Père. Je veux dire que c'est quand même quelque chose qui est qu'on a bousillé. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, notre société a abîmé consciencieusement la partie spirituelle, ou le pilier spirituel qu'elle avait, pour ne laisser la place libre qu'à la matérialité débridée et au profit. Alors, vous savez que moi, je ne suis pas communiste, puisque je suis un élu du camp de M. Gaudin, mais enfin, on est dans le matérialisme, on est dans l'exaltation du sexe, et on oublie la spiritualité, et tout ce qu'on a fait, c'est de travailler sur ces piliers-là en oubliant la transmission des valeurs. Voilà. Moi, je vais essayer d'être court pour ça, parce que mon problème, le déclic que vous voulez, pour moi, il est dans la transmission des valeurs qui a été complètement oubliée, rabotée, en croyant uniquement qu'avec des moyens financiers et avec du matériel, on rendait les gens heureux. Tout le monde sait qu'on est heureux quand on est équilibré sur ces trois pulsions. Et quand on est équilibré, on est bien dans sa peau, on n'a même pas besoin d'être riche, on est bien. Voilà. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est ça. Ce déclic, pour moi, il faut travailler sur la santé, il faut travailler sur l'éducation, il faut travailler sur l'urbanisme. C'est fait. Apparemment, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque? Il faut travailler sur l'esprit humain, la spiritualité humaine, la transmission des valeurs, montrer où est le bien, où est le mal, où est la limite, où est les règles immanentes du savoir-vivre ensemble, du vivre ensemble. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, pourvu qu'il y ait beaucoup de cuisine, mais la règle de l'hygiène, elle est unique et majeure. Si vous ne la faites pas, vous êtes malade. Voilà. J'essaierai de conclure très, très court là-dessus. Donc espérons que ce déclic, on le découvre, puisqu'on a dit que le XXIe siècle, c'est la spirituelle, vous ne le saurez pas, d'après M. Malraux. Espérons qu'il n'est pas fini le XXIe siècle, on a encore quelques années avant d'être intelligent, pour être intelligent. Merci beaucoup. Cyril Pisseron.
Alors, ma conclusion, ce sera la réponse à ta question. Donc le déclic, c'est toi en fait. Et donc je t'invite à venir nous voir. Et moi aussi, il faut arriver qui fait ça, tu feras ton choix. Mais très sincèrement, enfin, vraiment, si on veut changer une société, il faut s'engager, quoi. Et alors, on est tous débordés, et c'est vrai, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, notre société fait qu'on est débordés, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre étape dans la vie, on a des agendas remplis. Mais je crois qu'il faut qu'on choisisse chacun de pouvoir aimer et servir une personne, une seule, voyez, de s'engager à aimer et servir une personne, peut-être pendant une année, renouvelable, pourquoi pas. Et alors pourquoi pas, puisque vous êtes là ce soir, de décider d'aimer une personne en cité pendant une année. Et d'ailleurs, Cyril, tu ne dis pas, mais je vais le dire, aimer et servir, tu proposes à chacun des participants de repartir avec un DVD qui rappelle. C'est le déclic. Père Petitclerc, le mot de la fin. Déclic. Moi, je parlerai essentiellement d'éducation. Quand on pense que dans notre pays aujourd'hui, plus de 80% des enfants issus de l'immigration sont scolarisés dans moins de 20% de nos établissements scolaires, quelle société voulons-nous construire? Si véritablement nous voulons construire une société promouvant l'intégration, la fraternité, mais au sens que c'est à l'école que ça se joue. Alors là, il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on veut effectivement permettre que les gens se rencontrent, je crois que l'âge le plus facile, c'est l'âge de l'enfance, et d'avoir ces écoles ghetto, pour moi, c'est le pire. Deuxième déclic, c'est la fraternité. Notre République est assise sur ces trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais n'oublions pas que si les deux premières sont de l'ordre du droit, la troisième est de l'ordre du devoir. Liberté, égalité, c'est de l'ordre du droit. Fraternité, c'est de l'ordre du devoir. Si le devoir de fraternité s'estompe, alors les droits fondamentaux sont menacés. Alors, nous chrétiens, effectivement, ce devoir s'impose à nous, parce que c'est le royaume. Si nous sommes tous fils d'un même père, nous sommes appelés à vivre en frères. Il me semble que le plus grand rôle de l'Église, aujourd'hui, c'est d'être ce promoteur de fraternité. Que tous les chrétiens s'engagent sur ce choix de cette fraternité à construire. Et ce qui est bien en termes de frères, c'est que frère, c'est différent d'amis. L'ami, on choisit, le frère, on ne choisit pas. Et frère, c'est à la fois du même et de l'autre. Les deux personnes ont conscience qu'elles sont pareilles, puisqu'elles ont la même origine. Et puis, il n'y a rien de plus tendu que des fratries, parce que chacun doit se différencier. Donc, j'aime beaucoup ce terme fraternité. C'est vraiment reconnaître la différence de l'autre, mais en partageant aussi sa mêmeté. Et sachant porter ce regard évangélique sur l'autre. Pour moi, c'est là essentiellement manière d'être prêtre au milieu de tous ces jeunes. Et ce regard évangélique, c'est un regard qui ne réduit jamais la personne à ses comportements, à ses performances de l'aujourd'hui. Et combien ça me paraît essentiel pour les enfants et les adolescents de ces quartiers. S'il est un adjectif que j'utilise jamais, dans mon vocabulaire d'éducateur, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Parce que c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Ça, c'est la définition. Le drame, c'est que dans la tête des gens, très vite cela devient un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est-à-dire qu'on fait du délinquant une catégorie, dont la caractéristique, c'est produire du délit. Qu'y a-t-il de commun entre l'ado de 17 ans qui subtilise la carte bleue de sa voisine et l'ado de 17 ans qui agresse sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois aucun trait de personnalité commun. Aucun.